Il y a 20 ans, en mai de 1990, je rentrais dans la franchise, en fait, comme directeur chez Europcar, directeur financier, et c'est là que j'ai découvert la franchise. Tout ça pour dire qu'à l'époque, les pratiques que j'ai pu constater dans ces réseaux n'étaient pas les mêmes. Et la loi Doubin, comme souvent en France, quand une nouvelle loi sort, on a tendance à pas l'appliquer tout de suite et à pas en voir tout de suite la portée. Je peux dire, parce qu'après je suis devenu franchisé pendant 8 ans et j'ai eu jusqu'à 19 points de vente. Je vais avouer quelque chose aujourd'hui, Jean-Baptiste. Le DIP, on l'a toujours signé le même jour que le contrat. C'est-à-dire que là, ce que je voulais faire passer comme message, c'est qu'au fur et à mesure, on a professionnalisé les pratiques et notamment cette histoire de la durée, en fait des 21 jours qui séparent la date de signature du DIP et de la signature du contrat. Elles nous apparaissent aujourd'hui fondamentales pour laisser un délai de réflexion au candidat et surtout un délai d'étude. Aujourd'hui, chez Progressium, on accompagne des réseaux depuis la phase de création du système de franchise jusqu'après dans la phase de développement et d'organisation. Et on essaye de mettre en place des processus de gestion de ce fameux DIP, en fait, que l'on considère être comme finalement l'élément central, presque aussi important que le contrat, et de gérer la remise du DIP aux franchisés. C'est-à-dire qu'on considère que on ne doit pas donner un DIP tout de suite à des candidats que l'on rencontre. Le candidat doit nous démontrer aussi son intérêt pour le réseau, sa capacité à faire le projet. Il y a 2 choses très importantes dans le DIP, et je pense que le législateur devrait y réfléchir pour aller plus loin, c'est les études de marché et les comptes prévisionnels. Nous, dans la démarche de DIP, effectivement, je corrobore ce que tu disais, on doit préparer l'étude de marché, on doit préparer des états locaux, mais on va demander au candidat de nous faire une remontée sur son étude du marché et sur son analyse. Ça a 2 intérêts. Bon, déjà, ça va effectivement protéger le franchiseur et peut-être donner des informations complémentaires, mais ça va surtout nous permettre de qualifier le candidat à la franchise. Parce que grâce à cette remontée d'informations sur son étude de marché, on va voir si ce futur commerçant indépendant est capable de faire, en gros, son business plan. Visiblement, on n'a pas le droit, enfin le législateur sanctionne les franchiseurs qui aident les candidats à la franchise à faire leur prévisionnel. Donc, on essaie, via le DIP, de donner des informations suffisamment précises qui vont permettre au futur franchisé de réaliser son business plan, de faire son prévisionnel, parce que ça c'est très important, la rentabilité, tout en évitant de lui donner son prévisionnel. Donc, il faut appuyer à la fois sur l'accélérateur et le frein en même temps, et c'est le point que nous on observe et qui est très important, c'est d'arriver à ce que le candidat à la franchise réalise une bonne étude de marché, via le DIP, et un bon prévisionnel. Et ce qui, d'une certaine façon, devrait figurer quelque part dans le DIP, c'est le processus de zonification. Alors, c'est un mot un peu barbare, la zonification, mais le franchiseur doit travailler en approche préliminaire. Quand on travaille avec des jeunes enseignes, on travaille à bien modéliser le concept, modéliser le pilote pour déterminer le mode de fonctionnement de l'unité pilote et trouver quelles vont être les zones de chalandise. À partir de là, on doit construire tout de suite, parce que c'est la première erreur que vont commettre les jeunes franchiseurs, c'est de ne pas faire cette étude de zonification. On doit tout de suite déterminer quel va être le futur maillage du réseau, parce que c'est l'aspect le plus stratégique. Vous devez réfléchir à vos zones de chalandise et vous devez réfléchir tout de suite à ce maillage du territoire.